Une nuit inoubliable et traumatique. La soirée de mon 16e anniversaire a commencé avec la promesse d'une nuit mémorable. Je m'appelle Julia et j'étais ravi de passer du temps avec mon petit ami et de profiter de cette occasion spéciale. Cependant, cette nuit prometteuse a été assombrie par les règles strictes imposées par ma mère, notamment un couvre-feu anticipé. Ma mère avait toujours été stricte en matière d'horaire, mais cette fois, son désaccord avec mon petit ami et sa décision de fixer un couvre-feu précoce semblaient excessifs même pour ses normes habituelles. Malgré mes tentatives de la convaincre de me laisser rester dehors un peu plus longtemps pour célébrer mon anniversaire, ces règles étaient inébranlables. Résigné, je suis donc rentré à la maison à 21h, ressentant une profonde déception. Le retour à la maison était un retour à la réalité, une réalité marquée par les règles strictes et les attentes de ma mère. Bien que j'étais reconnaissante de sa préoccupation, je ne pouvais m'empêcher de me sentir frustré par le manque de liberté en cette nuit qui aurait dû être remplie de célébration et de joie. En traversant la porte d'entrée, une sensation de découragement m'a envahi. L'excitation que j'avais ressentie en quittant la maison s'était lentement estompée, remplacée par une résignation face aux règles de ma mère. Cependant, je n'aurais jamais imaginé que cette nuit de mon 16e anniversaire se transformerait en une expérience qui me marquerait à jamais. En entrant par la porte d'entrée, j'ai été accueilli par une scène à laquelle je ne m'attendais pas. L'ami de ma mère, Doug, était dans le salon, et il ne m'a pas fallu longtemps pour me rendre compte qu'ils avaient bu. L'atmosphère était chargée de l'odeur de l'alcool et des rires stridents qui émanèrent de la pièce. Malgré que Doug ne m'ait jamais fait bonne impression avec son air mystérieux et sa tendance à se comporter de manière inappropriée lorsqu'il était ivre, j'ai décidé de l'ignorer et de continuer avec mon plan de prendre une douche et de me retirer au lit. En me dirigeant vers la salle de bain, j'ai pu entendre les murmures et les rires provenant du salon. Il était évident que la présence de Doug changeait l'ambiance de la maison, mais j'ai essayé de ne pas y prêter trop d'attention. Je me suis plongé dans la douche, essayant de me détacher mentalement de l'inconfort que je ressentais en présence de cet homme. Après être sorti de la douche, je me suis préparé pour aller au lit, espérant que la présence de Doug dans la maison n'affecterait pas ma nuit de repos. Cependant, je ne pouvais pas éviter une légère appréhension en me brossant les dents et en me changeant. L'idée de l'avoir à proximité pendant que j'essayais de me reposer n'était pas réconfortante. En sortant de la salle de bain, j'ai été surprise de me retrouver à nouveau face à Doug dans le salon. Bien que j'avais espéré qu'il soit parti pendant que j'étais dans la salle de bain, il était clair qu'il était toujours là. Un frisson d'inconfort a parcouru mon dos en le voyant, me demandant combien de temps encore je devrais supporter sa présence cette nuit-là. Ma surprise s'est transformée en inquiétude lorsque ma mère m'a informé que Doug passerait la nuit sur le canapé, car personne n'était disponible pour le ramener chez lui dans son état. Mon cœur a fait un bond en apprenant cette nouvelle. Quelle situation nous attendait maintenant avec lui dormant dans notre salon? Pouvais-je lui faire confiance pour se comporter correctement alors que nous étions dans la même maison? Un pressentiment m'a envahi en traitant cette information. J'avais l'impression qu'une ombre sombre planait sur notre maison, me remplissant d'anxiété et de crainte pour ceux qui pourraient arriver pendant que nous dormions. Malgré mes tentatives pour me calmer, je ne pouvais ignorer le poids de l'inquiétude qui s'abattait sur moi. La nuit qui aurait dû être une célébration de mon anniversaire se transformait en une situation de plus en plus inquiétante. Après mon bref échange avec ma mère, j'ai décidé de me retirer dans ma chambre où ma sœur et moi partagions l'intimité de notre espace. La sécurité de notre chambre semblait être le seul refuge en présence de Doug dans la maison. En entrant dans la chambre, j'ai trouvé le visage réconfortant de ma sœur, qui était confortablement installée devant la télévision. Nous nous sommes préparés à nous détendre et à profiter d'un moment ensemble, ignorant temporairement les problèmes qui rôdaient derrière notre porte. Cependant, notre tranquillité a été rapidement perturbée lorsque Doug a fait irruption dans notre chambre sans prévenir. Sa présence soudaine nous a laissés déconcertés et anxieuses, nous demandant quelles étaient ses motivations pour envahir ainsi notre intimité. À ma grande consternation, Doug ne montrait aucun signe de vouloir partir. Au lieu de cela, il s'est installé sans cérémonie au pied de notre lit, comme s'il avait trouvé un endroit confortable pour passer la nuit. L'inconfort s'est emparé de moi en le voyant, ressentant un mélange de frustration et de peur face à sa présence non désirée dans notre sanctuaire personnel. Ma patience s'est rapidement épuisée lorsque Doug a continué à se comporter de manière inappropriée, attrapant mes pieds et les touchant sans montrer aucun signe de vouloir partir.
Je lui ai demandé à plusieurs reprises de quitter notre chambre, essayant de garder mon calme malgré l'inconfort croissant que je ressentais. Mais chaque fois que je le faisais, il semblait ignorer mes demandes, s'accrochant obstinément à sa place au bord de notre lit. Finalement, face à la persistance de son comportement perturbateur, je me suis vu obligé de recourir à ma mère pour obtenir de l'aide. C'était un pas que j'ai pris en toute conscience, sachant que cela impliquerait de faire face à l'incertitude de sa réaction face à la situation. Mais face à l'absence d'autres options, je n'avais pas d'autre choix que de chercher son intervention pour mettre fin au spectacle inquiétant qui se déroulait dans notre chambre. Je me suis réveillé soudainement au milieu de la nuit, enveloppé dans une brume de confusion et de peur. Mes yeux se sont ouverts lentement, seulement pour découvrir une vision alarmante. Doug était allongé à côté de moi dans le lit, sa présence envahissant mon espace personnel d'une manière qui m'a rempli de terreur et de dégoût. La sensation de sa main dans mon pantalon a été comme un choc électrique, envoyant un frisson d'horreur dans tout mon corps. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait, je ne pouvais pas comprendre comment nous en étions arrivés là. Mes pensées couraient à toute vitesse alors que mon esprit tentait de traiter la réalité effrayante qui se déroulait devant moi. La peur m'a paralysé, me laissant incapable de bouger ou de réagir de quelque manière que ce soit. Je me sentais piégé dans un état de totale impuissance, mon corps figé par la panique, tandis que mon esprit luttait pour trouver une issue à ce cauchemar vivant. Chaque seconde semblait une éternité alors que je restais là, complètement sans défense face à la présence intrusive de Doug. Chaque respiration se ressentait comme un murmure fantomatique dans l'obscurité, me rappelant la vulnérabilité de ma situation. Comment cela avait-il pu arriver ? Comment avais-je pu permettre qu'une telle chose se produise dans ma propre maison, dans mon propre lit ? Finalement, alors qu'il semblait que je ne pouvais plus supporter cela, Doug s'est arrêté. Un soupir de soulagement s'est échappé de mes lèvres alors que je sentais la pression de sa main se relâcher. Mais le soulagement fut de courte durée, remplacé par une sensation persistante d'inquiétude et de malaise. Je savais que cette nuit laisserait des cicatrices dans mon âme qui mettraient longtemps à guérir. Après que Doug ait finalement quitté ma chambre pour aller à la salle de bain, je me suis retrouvé dans un état de choc et de confusion. Mon esprit tournait avec 1000 questions sans réponse, tandis que mon cœur battait avec force dans ma poitrine, ressentant le poids de la situation que je venais de vivre. Après un moment d'hésitation, j'ai décidé de quitter ma chambre en quête de calme et de réconfort. En arrivant dans le salon, j'ai trouvé ma sœur H endormie par terre. Sa présence était un rayon de lumière au milieu de l'obscurité qui m'entourait, et je me suis senti soulagé de ne pas être complètement seul dans ce cauchemar. J'ai passé le reste de la nuit éveillé, incapable de trouver la paix ou le repos. Chaque fois que je fermais les yeux, l'image de Doug dans mon lit réapparaissait dans mon esprit, me remplissant de peur et d'anxiété. Je m'accrochais à l'espoir que la lumière de l'aube apporterait un nouveau départ, un souffle de soulagement. Lorsque le soleil a commencé à se lever à l'horizon, je me suis retrouvé avec une nouvelle sensation de détermination. Je savais que je devais affronter ce qui s'était passé cette nuit-là, même si l'idée de partager mon expérience avec ma mère me remplissait de peur et de doute. L'incertitude sur la façon dont ma mère réagirait à ma confession m'inquiétait, craignant qu'elle ne me croie pas ou qu'elle minimise la gravité de ce qui était arrivé. Mais en même temps, je savais que j'avais besoin de son soutien et de sa protection pour surmonter ce traumatisme et aller de l'avant. Avec un nœud dans la gorge et le cœur lourd, je me suis armé de courage et me suis préparé à affronter la journée. Je savais que le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais j'étais déterminé à continuer, peu importe les obstacles que je rencontrerais en cours de route. Le lendemain matin, je me suis levé avec une lourdeur dans le cœur. Je devais aller à l'école, mais mon esprit et mon cœur étaient remplis de troubles et d'angoisse. Malgré mes efforts pour cacher mon malaise, il était évident pour tous ceux qui m'entouraient que quelque chose n'allait pas. Mes camarades de classe et mes professeurs ont remarqué mon état d'esprit perturbé et l'un de mes enseignants, préoccupé par mon bien-être, m'a dirigé vers le conseiller scolaire. Marcher dans les couloirs jusqu'à la porte du bureau du conseiller ressemblait à une marche à travers un champ de mines émotionnelles. Chaque pas me rapprochait de la confrontation avec la vérité douloureuse de ce qui s'était passé la nuit précédente. Lorsque je suis finalement arrivé à la porte du bureau du conseiller, une vague écrasante de peur, de honte et de désespoir m'a submergé. En entrant dans la pièce, j'ai été accueilli par le regard compréhensif du conseiller.
dont la chaleur et l'empathie m'ont offert un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité qui m'entourait. Je me suis assise en face de lui, sentant le poids de mes expériences douloureuses peser lourdement sur mes épaules. Je me suis effondré dans ce bureau, les larmes coulant librement alors que je laissais sortir toutes les émotions réprimées et la douleur que j'avais gardées en moi. Je n'oublierai jamais ce moment où je me suis senti vulnérable, exposé et complètement dévasté. À mesure que je partageais mon histoire avec le conseiller, un poids semblait se lever de mes épaules. Pour la première fois depuis les événements traumatiques, j'ai ressenti que je n'étais pas seul. Savoir que quelqu'un d'autre était là pour m'écouter et me soutenir m'a donné une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité écrasante qui m'entourait. Cependant, malgré la compréhension et le soutien du conseiller, une sensation d'impuissance persistait en moi. Je sentais qu'il n'y avait aucun espoir de résoudre cette situation, que je ne pourrais jamais surmonter ce qui s'était passé et que justice ne serait jamais rendue. Cette sensation écrasante de désespoir menaçait de me consumer complètement. Les mots du conseiller résonnèrent dans mon esprit comme un écho constant, révélant une réalité difficile à accepter mais impossible à ignorer. Malgré l'implication de la police, les contraintes légales faisaient que le maximum que l'on pouvait reprocher à Doug était le harcèlement sexuel. C'était une vérité amère à accepter, une preuve de plus que le système échoue souvent à protéger les victimes de violences sexuelles, surtout dans des CA aussi délicats que le mien. Le poids de cette vérité était encore plus difficile à porter en me rappelant la complicité de ma mère dans toute cette situation. Savoir qu'elle était au courant de ce qui s'était passé et qu'elle restait néanmoins amie avec Doug à cause de ses propres dépendances était un coup dévastateur pour moi. Je ressentais une douleur écrasante, une colère et une confusion en luttant pour comprendre comment quelqu'un censé m'aimer pouvait me trahir de cette manière. L'idée que ma mère priorise ses besoins de drogue par rapport à ma sécurité et mon bien-être était une blessure profonde. Je me sentais abandonné et trahi par la seule personne censée me protéger et m'aimer inconditionnellement. C'était une douleur indescriptible, une sensation de désespoir enracinée au plus profond de moi. La confusion et la douleur sont devenues un fardeau lourd que je portais partout. Je me demandais comment je pourrais un jour me réconcilier avec le fait que la personne qui m'avait donné la vie était aussi celle qui avait permis que l'on me fasse du mal de cette manière. L'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un, même à ceux qui devraient être les plus proches de moi, devenait de plus en plus difficile à accepter. Maintenant, à 30 ans, je peux regarder en arrière et réfléchir au parcours émotionnel et mental que j'ai traversé depuis ces jours sombres de mon adolescence. J'ai passé des années à affronter et à guérir les traumatismes passés qui m'avaient autrefois consumé. Bien que j'ai fait de grands progrès, il y a encore des moments où l'ombre du passé plane sur moi. Cependant, j'ai appris que la guérison n'est pas un processus linéaire. Il y a des hauts et des bas, des jours bons et des jours difficiles. Mais chaque pas que je fais me rapproche un peu plus de la paix intérieure que je recherche. Bien que je lutte encore parfois, je comprends maintenant qu'il est normal de se sentir vulnérable et de demander de l'aide. Le chemin vers la guérison a été long et ardu, mais chaque obstacle surmonté m'a rendue plus forte et plus résiliente. Je suis devenue une version plus forte et plus consciente de moi-même, capable d'affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Une partie importante de mon processus de guérison a été de reconnaître ma propre force et de réaffirmer ma valeur en tant qu'individu. J'ai compris que je suis bien plus que les traumatismes que j'ai vécus et que ma valeur ne se définit pas par les circonstances que j'ai affrontées. C'est pourquoi je veux profiter de cette occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez et vous êtes bien plus que votre traumatisme. Le chemin vers la guérison peut être difficile, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide et du soutien disponibles pour vous et vous méritez de vivre une vie pleine et heureuse. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont été à mes côtés tout au long de ce voyage, m'apportant amour, soutien et compréhension inconditionnelle. Votre présence a été un phare de lumière dans les moments les plus sombres, et je vous serai éternellement reconnaissante pour votre générosité et votre gentillesse. Une nuit au casino. Une célébration qui tourne au cauchemar. L'expérience que je viens de vivre il y a quelques jours résonne encore dans mon esprit, me laissant dans un état d'incrédulité et de choc. C'était comme si une série d'événements malheureux s'était enchaînée dans la petite ville où je réside. Tout cela est arrivé alors que je célébrais mon 21e anniversaire avec ma famille en décidant de fêter cette occasion spéciale au casino.
L'excitation et l'anticipation remplissaient l'air alors que nous nous dirigions vers le casino, impatients de profiter d'une soirée de plaisir et de célébration. Cependant, ce qui a commencé comme une journée de joie s'est rapidement assombri par une série de contretemps. Le casino que nous avions choisi était situé au centre de mon État, dans une zone qui n'était pas précisément réputée pour sa sécurité ou pour être la plus attrayante. Dès le moment où nous nous sommes approchés du lieu, une sensation étrange s'est emparée de moi. J'ai ressenti une vague de nausée et une inexplicable sensation d'inquiétude qui m'a parcouru tout le corps. Malgré ces signes d'alerte, j'ai décidé de les ignorer, les attribuant simplement à un mal de voyage en voiture ou quelque chose de similaire. Cependant, rétrospectivement, je me rends compte que j'aurais dû prêter plus d'attention à ces signaux. C'était comme si mon instinct essayait de m'avertir de quelque chose, mais mon esprit a choisi de passer outre ces sensations inconfortables au profit de l'excitation de célébrer mon 21e anniversaire au casino. Il est surprenant de constater à quel point nous avons parfois tendance à ignorer les indices intuitifs qui pourraient nous guider vers des décisions plus sûres. À ce moment-là, j'ai essayé de mettre de côté ces pensées inquiétantes et de me concentrer sur le moment présent. Après tout, c'était mon anniversaire et je voulais profiter au maximum de cette occasion avec ma famille. Ainsi, avec détermination, j'ai décidé de laisser de côté mes préoccupations et de m'immerger dans l'expérience du casino, en espérant que ce soit une nuit pleine de plaisir et d'émotion. Quand nous sommes arrivés sur place, tout allait bien. Ma mère, mon père, mon petit ami et moi étions sur le point de partir lorsque soudainement, une énorme foule de personnes s'est rassemblée. J'ai couru vers le casino et crié « Arrêtez !» Quelqu'un avait tiré une arme à l'extérieur du casino. J'avais plus de 21 ans, donc les gens poussaient pour entrer, et je ne sais toujours pas pourquoi nous n'avons pas fait demi-tour. Il y avait un groupe d'enfants plus jeunes autour de la foule, alors nous avons décidé d'essayer d'atteindre notre voiture, qui se trouvait à environ 10 minutes à pied. Nous avons fini par tourner au coin de la rue, et là, il y avait des policiers qui criaient « Sortez d'ici, il y a un tireur actif !» Je dois vous dire que lorsque les policiers vous crient de partir, c'est une sensation terrifiante. J'ai reçu de nombreuses menaces de bombes et de fusillades à l'école, mais cela était encore plus effrayant parce que nous pouvions entendre les coups de feu en courant. Il y avait un mouchoir et un tas de policiers entourant les rues. Ma mère et moi étions en panique parce que mon petit ami et mon père ne pouvaient pas trouver notre voiture et nous essayions de partir de là. J'ai commencé à pleurer, et ma mère aussi, parce que nous ne savions pas où nous étions et ne pouvions pas comprendre où se déroulait réellement la fusillade. Nous continuions à entendre des coups de feu et nous avons commencé à courir. Ensuite, des sirènes de police ont retenti en masse. Heureusement, mon petit ami s'est rappelé dans quelle rue se trouvait le parking, alors nous avons fini par y courir. La porte du parking était coincée et les voitures sont restées bloquées pendant plus de 2 heures. Les policiers ne laissaient personne sortir. Je sentais que le tireur allait entrer à tout moment et commencer à tirer. Heureusement, les voitures garées ont réussi à réparer le système pour nous laisser sortir. Quand nous sommes finalement rentrés chez nous, nous avons regardé les nouvelles et il s'est avéré qu'il y avait eu une grande bagarre juste en face du casino et que quelqu'un avait sorti une arme et commencé à tirer sur les gens au hasard. Maintenant, je comprends comment les gens peuvent développer un trouble de stress post-traumatique et des phobies à cause de ce genre de choses. Souvenez-vous toujours, si vous allez dans une grande ville, sachez exactement où est garée votre voiture et soyez toujours attentif à votre environnement. Cela pourrait littéralement vous sauver la vie. Un avertissement sombre, une histoire de viol, d'abus et de perte. Avertissement. Cette histoire contient des descriptions de viols, d'abus physiques et mentaux et de perte d'enfants. Cette histoire sera longue. Mon nom est Sam. Je suis une femme de 30 ans. Ce qui m'est arrivé s'est produit lorsque j'avais 15 ou 16 ans et que j'étais en première année de lycée. J'ai rencontré un garçon nommé Jay le premier jour de classe. J'avais le sac à main de ma mère, décédée quand j'avais 5 ans. Je l'avais laissé sur une table à la cafétéria en arrivant en classe. C'est là que j'ai réalisé que j'avais oublié mon sac. J'ai demandé au professeur si je pouvais aller le chercher, mais il a refusé. C'est alors que Jay a sauté de sa chaise et est allé chercher mon sac pour moi. J'étais très reconnaissante qu'il fasse cela pour moi, et peu après, nous avons commencé à parler. Nous avons commencé à sortir ensemble. Il était mon premier petit ami, donc bien sûr, mon premier amour. J'étais très jeune et naïve pour ignorer les signaux d'alerte. Nous sommes passés d'avoir un cours en commun à en avoir 3.
Je me souviens que j'étais en première année et lui en deuxième année, mais j'étais en classe spéciale car j'ai une dyslexie. Mon professeur m'enseignait mon travail de classe et pendant que je travaillais, il enseignait aux autres. Je suis passé de recevoir des A et des B à faire ses travaux à sa place et à commencer à échouer. C'était parce qu'il m'avait attiré dans son monde au point que tout tournait autour de lui. Nous sortions ensemble depuis quelques mois lorsque j'ai commencé à remarquer tous les signaux d'alerte. Il m'embrassait de plus en plus fort, me touchait toujours, et chaque fois que je lui disais d'arrêter et que je voulais attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, cela ne lui plaisait pas. Mais j'ai continué à lui dire non. Il a explosé à mon anniversaire quand j'ai eu mon premier téléphone pliable T-Mobile. Il a eu mon numéro et nous parlions au téléphone et nous envoyions des SMS. Un jour, j'ai perdu mon téléphone et j'ai reçu plus d'une douzaine d'appels et de SMS de lui, me demandant avec qui j'étais, ce que je faisais et si je le trompais. Je lui ai dit que non et que j'avais simplement perdu mon téléphone, mais il ne m'a pas cru. Alors, je l'ai pratiquement ignoré tout le week-end. Le lundi, il était en colère contre moi, mais je n'y ai pas prêté attention. Je ne m'en souciais même pas. J'étais une fille heureuse, améliorant mes propres notes et me concentrant sur moi-même. Donc, je devais rester après l'école pour travailler sur mes sciences. En sortant, Jay était dans le couloir et a dit qu'il devait me parler. Il s'est approché de moi, m'a immobilisé contre le sol et m'a enlevé ma culotte, se satisfaisant la même. J'avais les yeux écarquillés, choqués et figés, ne pouvant croire que cela m'arrivait. Quand il a fini, il m'a dit que je lui appartenais maintenant et que personne d'autre ne pourrait jamais m'avoir. Je suis resté là, en pleurs, ne sachant pas quoi faire. Il a dit qu'il m'aimait tellement et qu'il ne pouvait tout simplement pas être sans moi. Il a continué à dire que je lui appartenais. Je ne savais pas quoi penser de ce qu'il me disait. Il a dit qu'il se tuerait s'il ne pouvait pas être avec moi. Je me sentais piégé et ne savais pas quoi faire ni comment m'éloigner de lui. Quelques semaines après cet incident, j'ai commencé à me sentir mal sans comprendre ce qui m'arrivait. J'étais encore une enfant et je ne savais pas grand-chose sur le sexe, donc je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Après être tombé malade, je suis allé avec une amie hors de l'état pour essayer de m'éloigner de tout cela. Sur la route, un camion a brûlé un feu rouge et a percuté notre véhicule. Je ne savais pas ce qui s'était passé car je dormais au moment de l'accident. Tout, ce dont je me souviens, c'est du klaxon au milieu de lumière vive, puis bam. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller à l'hôpital, connecté à des tubes et des machines. Un groupe de médecins est venu et a expliqué tout ce qui s'était passé avec moi. Mais la seule chose que j'ai entendue, c'est que j'étais enceinte et que le bébé avait été perdu. Le médecin m'a également dit que mon ami et sa mère, qui étaient dans la voiture, avaient survécu. Finalement, quelques semaines plus tard, j'ai été autorisé à sortir de l'hôpital. En prenant mon téléphone, je n'ai pas pu croire ce que j'ai vu. Des milliers de messages et d'appels de Jay me demandant où j'étais. Ma grand-mère lui avait dit. Ce qui l'avait le plus dérangé, c'est que j'avais perdu le bébé. J'ai finalement décidé que j'en avais fini avec lui et j'ai rompu en personne, en face de lui, ce qui fut une grande erreur. Il m'a giflé, puis m'a frappé en me disant que je n'allais nulle part. Il a ensuite essayé de me forcer à rester avec lui, mais je l'ai frappé et me suis enfui. Maintenant, je sais que j'aurais dû appeler la police à ce moment-là, mais je voulais juste qu'on me laisse tranquille et vivre ma vie en paix. Pendant de nombreuses années, j'ai continué à recevoir des messages de lui, le voyant ici et là, et il est finalement devenu mon harceleur. Même aujourd'hui, je le vois encore parfois, et il essaie toujours de m'envoyer des messages pour être avec lui à nouveau, mais je l'ignore simplement. Maintenant, je porte un couteau avec moi tous les jours, et j'apprends aussi à utiliser une arme pour être prête. Je tiens également à mentionner que je suis maintenant heureuse en ménage et que je vais bientôt célébrer 9 ans de mariage. Mon mari le connaît et m'a dit que s'il le voyait un jour, cet homme serait en danger. À toutes les femmes, je vous en prie, faites attention aux signaux d'alerte, signalez le harcèlement, obtenez des preuves et restez en sécurité. C'est vraiment un monde fou et cruel. Une nuit effrayante à Vancouver. Je suis une femme de 18 ans. Une nuit, mes amis et moi avons décidé d'aller boire quelques verres pour célébrer l'anniversaire de mon ami, puis d'aller en boîte de nuit. Mes amis sont partis tôt, vers 1h du matin, et j'ai décidé de rester parce que j'ai reconnu quelques visages et que je ne voulais pas rentrer chez moi si tôt. Le club fermait à 3h, mais j'ai pris mon dernier verre et je suis parti seul à 2h30.
Après l'avoir bu, j'étais déjà très ivre, mais je voulais un autre verre pour prolonger mon état d'ivresse, alors j'ai commencé à marcher vers la maison de mon petit ami qui était à 30 minutes à pied. Il faut noter que je portais des talons hauts et une robe de soirée. Je l'appelle, je le trouve, et mon téléphone s'éteint. Je décide donc de marcher jusqu'à chez moi, et il me dit qu'il ne peut pas m'accompagner. Je continue donc mon chemin seul. Pendant que je marchais en ville en pleine nuit, je me concentrais pour ne pas tomber malade ou m'évanouir. En même temps, je pensais avoir bu beaucoup plus que d'habitude. C'est alors qu'un homme s'est approché de moi par derrière et a tiré sur mon bras. Je me suis retourné en espérant voir quelqu'un que je connaissais, mais c'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il a commencé à me complimenter et à me demander mon numéro. Je l'ai respectueusement refusé et j'ai continué à marcher. L'homme a alors commencé à me crier dessus pour que je lui donne mon numéro. À ce moment-là, bien que j'étais déjà confuse et effrayée, je savais que mon téléphone était mort et que j'étais trop ivre pour me défendre. J'ai commencé à crier et à essayer de courir sur mes talons. Un groupe d'hommes et de femmes âgés de 30 à 40 ans s'est approché de moi depuis un hôtel voisin pour me consoler. Leur anglais n'était pas très bon, donc ils ne comprenèrent pas grand-chose, mais ils ont proposé de me trouver un taxi pour rentrer chez moi. J'ai fini par refuser parce que mon téléphone était mort et que je n'avais que de l'argent sur mon téléphone. Tout semblait aller bien et j'ai commencé à marcher. Pendant ma marche, j'ai essayé de regarder autour de moi, mais je ne portais pas mes lunettes, donc ma vision était un peu floue. Mais je pensais que ça irait. 10 minutes après avoir quitté le groupe, une voiture est apparue et a commencé à passer devant moi plusieurs fois. Quelque chose que vous devez savoir sur moi, c'est que je suis la personne la plus paranoïaque que vous ayez jamais connue, surtout quand je suis ivre. Donc, je savais que ce n'était pas bon. Quand la voiture a tourné au coin de la rue pour revenir, je me suis caché derrière un mur entourant les appartements. Quand la voiture s'est approchée, elle s'est arrêtée pendant un bref instant, puis 2 hommes en sont sortis. Il y avait un homme petit et un homme grand, et j'ai reconnu l'un d'eux comme étant le même type qui m'avait attrapé plus tôt. Dès que j'ai vu cela, des larmes ont rempli mes yeux et j'ai commencé à prier Dieu. Je me suis ensuite accroupi et j'ai couru derrière l'un des grands blocs d'appartements car je pouvais les entendre siffler en essayant de me faire sortir de ma cachette. Pendant que je me cachais là, j'ai commencé à vomir tout l'alcool que j'avais bu et la nourriture de plus tôt. Le reste est un peu flou, mais je suis rentré chez moi après avoir attendu un moment. Le lendemain, en racontant l'histoire à mes amis, l'un d'eux m'a dit que ce même type attendait devant le club depuis 1h du matin. Comment ai-je pu ne pas le remarquer en partant ? Pour être juste, c'était probablement ma faute d'avoir été assez stupide pour marcher seul, ivre, avec un téléphone mort. Je remercie Dieu d'être vivante et en sécurité, car seul Dieu sait ce que cet homme et son ami avaient prévu pour moi. Une nuit de terreur à Duncan. C'était en août 2018 à Duncan, sur l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique. C'était le 18e anniversaire de mon ami, et, comme nous sommes des habitants du Sud, nous avions opté pour une fête d'anniversaire à Mount Prevost dans les piscines forestières. Cela était particulièrement excitant pour moi, car c'était une opportunité de montrer mon nouveau petit ami à mes amis et de le présenter à mon ex pour le rendre jaloux. Mon petit ami vivait à Sydney, donc quand il a conduit jusqu'à Duncan, nous étions déjà en retard pour monter à la montagne. Nous avons décidé de prendre sa Kia Forte 2016 à 6 vitesses au lieu de prendre mon véhicule difficile à manier, un camion de 4 roues. C'était finalement une bonne idée. Il faisait déjà assez sombre car nous prenions notre temps en conduisant sur les routes forestières jusqu'au lieu de la fête. En arrivant dans la clairière de la forêt, je voyais toutes les voitures de mes amis, puis un type, sorti de nulle part, a simplement tiré une arme en l'air. Au début, je n'y ai pas trop pensé car la plupart de mes amis sont des chasseurs passionnés et des amateurs d'armes. Ils étaient garés près du lieu et sont sortis immédiatement. Mon amie Alana a couru vers moi et m'a dit que des types dans une camionnette avaient tiré cette arme et ne voulaient pas nous laisser en paix, alors que nous ne les connaissions même pas. J'ai alors montré la camionnette du doigt et j'ai dit à Alana que tout allait bien. Je me suis retourné pour marcher autour de la voiture et voir ce qui se passait. C'étaient 2 types très ivres, avec une arme chargée. Je les ai vus commencer à pointer l'arme sur les garçons en leur demandant qui d'entre eux avait fait cela. Le type a ensuite pointé l'arme sur mon ex, puis sur mon petit ami, et aussi sur certains de mes autres amis. J'ai crié très en colère et agressive, puis j'ai dit à Alana que nous devions partir d'ici.
En retournant rapidement à la voiture de mon petit ami, j'ai vu 2 filles dans la voiture dire au garçon d'arrêter. J'ai pris la tête, volant à toute allure sur ces routes de terre cahotteuses jusqu'à l'autoroute, avec les garçons à moto et en voiture suivant mes amis et moi. Nous avons conduit jusqu'à la station-service la plus proche avec mon ami Hunter juste derrière moi. Ensuite, nous avons vu tous mes amis passer en trombe sur la route, suivis par cette voiture au hasard. J'ai alors décidé de demander ce qui s'était passé. Il s'avère que mes amis dérivaient dans la clairière quand ces personnes ivres sont arrivées. Ils avaient demandé aux garçons où se trouvait la fête. Quand mes amis ont senti l'alcool fort dans leur haleine, ils ont dit aux types que la fête était plus loin dans la montagne, n'importe quoi pour les éloigner d'eux. Ces types ivres sont donc partis. Quand je suis arrivé, ces types étaient revenus en colère, disant qu'il n'y avait pas de fête dans la montagne et que mes amis leur avaient menti. C'est alors que l'un d'eux a décidé de tirer en l'air pour nous faire peur. J'ai été la seule à rester pour parler à la police car tous les autres étaient éméchés, avec de l'alcool dans leur voiture et avaient de la marijuana illégale à ce moment-là. En parlant à la police avec mon petit ami, nous avons découvert que le propriétaire de la camionnette n'était pas celui qui conduisait. Il avait en fait laissé ses amis emprunter sa camionnette. La police a trouvé les types, mais ils n'ont pas été arrêtés car ils ont nié les faits, et apparemment 12 témoins n'ont pas suffi. Donc oui, ces types s'en sont tirés. Nous avons essayé de profiter de la soirée en faisant la fête chez mon ami à Salt Spring Island. Depuis, j'ai déménagé de l'île de Vancouver, mais chaque fois que je passe près des piscines forestières, je me rappelle toujours cette nuit terrible. Une relation toxique et ses conséquences. Je suis en 3e année de lycée et je vis avec 4 frères et 2 parents, ainsi que ma sœur handicapée qui a récemment eu un accident de voiture. Cela m'est arrivé il y a un certain temps et j'avais peur d'en parler à quelqu'un, principalement parce que la personne en qui je pensais pouvoir avoir confiance a essayé de me tuer. Pour l'instant, j'appellerai mon ex Damien. Nous avons été en relation pendant environ 5 ou 6 mois. Comme vous pouvez l'imaginer, la relation était toxique. Voici l'histoire. Quand j'ai commencé à sortir avec lui, il était le petit ami idéal, celui qui prend soin de toi et t'aide avec les choses dont tu as besoin. Mais 2 mois après le début de notre relation, mes parents et moi avons commencé à voir que je devenais déprimé. C'était parce que Damien, dès le 1er mois de notre relation, était devenu toxique. Il me suivait chez moi après l'école, bien qu'il vivait à 30 minutes en voiture. Parfois, je voyais la voiture de son frère près de chez moi et il se garait à proximité. La raison pour laquelle je le sais, c'est que le frère de Damien était en dernière année quand Damien et moi étions en 2e année. À l'arrière de la voiture, il était écrit « Félicitations pour avoir terminé l'école, William ». Notez que nous ne vivons pas dans une zone très bonne. Par exemple, je n'ai vu que 2 Tesla là où je vis. Tous 2 sont très faciles à reconnaître, car la Tesla blanche a un intérieur violet et le garçon qui la conduit est extrêmement riche. Mais de toute façon, la plupart du temps, je voyais cette voiture circuler dans mon quartier. Au début, cela ne me dérangeait pas, je pensais juste qu'il allait au travail. Après 1 mois, j'étais seul à la maison et j'avais raconté à Damien tout sur la Tesla étrange. Il m'a alors demandé de lui envoyer une photo comme preuve. Et bien sûr, je lui ai envoyé une photo de l'extérieur. Environ 1 heure plus tard, j'ai entendu quelqu'un marcher dehors, puis cela s'est arrêté. Mon berger allemand était en alerte maximale à ce moment-là, et dès qu'il a commencé à aboyer, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh !» et une voiture démarrer. Des incidents similaires ont continué à se produire jusqu'au 12 septembre. C'était l'anniversaire de mon frère et ses amis allaient revenir, donc c'était très occupé. Tous les enfants jouaient et s'amusaient. Bien sûr, j'ai envoyé un message à Damien à ce moment-là. J'avais un peu peur de rompre avec lui, alors il est venu. Il est resté quelques heures, à manger du gâteau, puis j'ai pensé qu'il était parti. Plus tard, une fois que tout le monde s'était calmé et préparé à aller se coucher, mes parents, bien sûr, avaient eu une journée longue et difficile, alors ils voulaient regarder quelque chose sur Netflix avec ma tante. Je crois que je me suis finalement endormi vers 9 heures. Je me suis réveillé plus tard, Dieu sait quand, parce que j'ai entendu un petit craquement dans le placard. Bien sûr, j'ai pensé que quelque chose se passait, parce que je regarde beaucoup de films d'horreur et maintenant je suis terriblement paranoïaque. Parfois, j'entends quelque chose tomber dans le placard à cause de mon maquillage. Cela pourrait être dû au fait que j'aime garder les choses organisées. Depuis, j'ai un peu de toc.
J'ai entendu quelque chose tomber à nouveau. Alors j'ai allumé ma lampe, me suis approché de la porte du placard et l'ai ouverte aussi vite que possible avec une bombe de poivre à la main. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Damian me regardait directement avec son téléphone. Il enregistrait et prenait des photos de moi en train de dormir. J'étais terrifié et lui ai demandé ce qu'il faisait chez moi. Une fois qu'il a réalisé qu'il avait été pris, il est venu directement vers moi, m'a attrapé par le poignet et m'a poussé sur le lit. Il a commencé à essayer de me retenir. Je criais à l'aide et heureusement, mes parents sont venus voir ce qui se passait. Au début, ils ne me croyaient pas et pensaient que je faisais un cauchemar, mais ils ont décidé d'aller vérifier quand même. Ils ont trouvé ma fenêtre grande ouverte et ont vu une voiture quitter l'allée. Mon père a immédiatement appelé la police. La police est venue à notre maison et j'ai tout raconté. Ils ont pris un rapport. Comme vous pouvez l'imaginer, notre relation a pris fin après cela. La police est allée chez lui le jour même et a parlé à ses parents, mais rien n'est sorti de cette discussion. Les parents ont dit à la police que leurs 2 fils avaient été avec eux toute la nuit, ce qui était un mensonge complet pour les couvrir. Cependant, les 2 frères ont été interrogés. J'ai vraiment apprécié la façon dont la police a géré la situation. Le seul problème était qu'il n'y avait aucune preuve que Damian m'avait fait quelque chose et il ne pouvait l'accuser que d'intrusion. Il n'a pas purgé de peine de prison, seulement du travail communautaire ou quelque chose comme ça. Environ 2 mois après tout cela, la saison de football touchait à sa fin et j'étais avec mes 2 amis, que j'appellerais Brooke et CJ. Bien sûr, je n'avais raconté à aucun de mes amis ce qui s'était passé parce que je ne parle généralement pas de mes problèmes personnels, surtout lorsque cela implique la police. Malheureusement, Damian est ami avec CJ et l'a appelé pour lui dire qu'il savait où j'étais, que j'étais au match de football. Le stade de football est très grand. Sous le stade où se trouve notre équipe locale, il y a 2 toilettes et des stands de nourriture. J'étais déjà allé aux toilettes quand j'ai vu Damian marcher avec ses amis. Damian a dit à ses amis de nous laisser seuls un moment. Je l'ai regardé avant d'entrer dans les toilettes en lui disant de partir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il entre dans les toilettes des filles, car il y avait beaucoup de monde. Damian est alors entré dans les toilettes et bien sûr, j'étais en train de faire mes besoins. Il a attendu que les 2 autres filles sortent des toilettes. Une fois qu'elles sont parties, je me souviens qu'il a verrouillé la porte et regardé sous mon compartiment. Je n'ai pas crié et il m'a dit de me taire, que j'avais eu de la chance la dernière fois et que cette fois serait différente. Il m'a dit que je regretterais ce que je lui avais fait. Il a sorti un couteau et l'a fait glisser sous le compartiment avec moi. J'ai relevé mon pantalon le plus vite possible et je l'ai regardé, essayant de préparer mon spray au poivre. Il m'a frappé alors que je le pulvérisais dans les yeux avec mon spray au poivre. Cela a tourné en une bagarre où j'ai fait tout ce que je pouvais pour m'éloigner de lui. À un moment donné, il a attrapé le couteau et a essayé de me poignarder. Heureusement, il n'a réussi qu'à couper une partie de mon bras. Je lui ai donné un coup de poing en retour, puis je l'ai frappé à l'entrejambe. J'ai attrapé le couteau et crié pour appeler les gardes de sécurité qui étaient près des stands de nourriture. Ils sont arrivés en courant et ont vu toute la scène. La police a été appelée une fois de plus et Damian a été envoyé en prison. Ma famille et moi avons porté plainte contre lui. Il y a eu un long procès et il a finalement été condamné à une longue peine de prison. Mes parents n'aiment plus parler de cet incident, alors nous n'en parlons pas beaucoup. Cependant, les parents de Damian envoient toujours des menaces de mort à ma famille, ce qui nous a conduit à obtenir une ordonnance de restriction contre eux. Damian et toute sa famille sont des psychopathes et je ne veux plus jamais avoir affaire à eux. Jusqu'à ce jour, je ne peux toujours pas croire que tout cela me soit arrivé. Prenez cette histoire comme un rappel qu'il y a des comportements qui ne doivent jamais être considérés comme normaux ou acceptables. Vous ne savez jamais jusqu'où certaines personnes peuvent aller.